un bâtiment. Au milieu, vous avez haché comme les toilettes et un autre bâtiment, ainsi de suite. Vous avez plein de bâtiments. Dehors pour aller au toilettes. Ah oui, et on avait des seaux pour la nuit. Oui, ça c'est tout le monde. Nous aussi, on a eu ça. Quand Mais ici, il y a une maison, il y avait la famille Rafa qui habitait là. Rafa. Ah, la famille Rafa. La famille Je connais Rafa. bien. Et cette famille, monsieur Rafa, c'était le seul qui avait la télévision. Après, la télévision avec les... Et en 1969, tu m'écoutes, Larbi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Chut, ça y est, vous commencez. Pareil à la salle. Bouziane, s'il vous plaît. Ça vous intéresse ou pas? Écoutez, on ne peut pas dire c'est comme la Réunion 50 fois. Je raconte juste une anecdote qui m'a marqué parce que je suis né dans le camp en 1965. Et le général de Gaulle, il est mort en 1969. Et ici, dans cette maison, il y avait la famille Rafa qui avait la télévision et tout le monde, tous nos mères, elles étaient attroupées dans cette maison quand le général de Gaulle il est mort. Et elles se tapaient comme ça. Elles se tapent. Parce qu'elle croyait que c'était un bon mec. Vous voyez que le général... Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Nos mères ici, elles pleuraient. Elles disaient qu'on va repartir en Algérie. Ah oui, ça je l'ai entendu. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, avec les yeux de gamin que j'avais, T'as peur, traumatisé. traumatisé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vois ta mère qui pleure, et bien toi tu pleures. Tous les gamins qui étaient là, on pleurait tous. Voilà. Alors que nous on ne savait pas, alors que le général de Gaulle, c'est le plus grand criminel de la guerre d'Algérie. Oui. C'est le Klaus Barbie des harkis. C'est le Klaus Barbie des harkis. Les anciens, ils ne savaient pas. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Avec Monsieur Boucher. Voilà. Avec Monsieur Boucher. Avec Monsieur Boucher, le tortionnaire, celui qui a torsionné les enfants de harkis, qui les a déportés, qui a fait la Bias. déportation. Au camp de Bias. Pardon? J'ai toujours dit, depuis l'âge de 8 ans, De Gaulle a tué mon papa. Je l'ai toujours dit. Voilà, et je resterai là-dessus. Tu expliques maintenant. C'est traumatisant. Maintenant, si vous voulez me suivre, je vais vous faire une petite visite guidée. Donc, avant de commencer, là, à l'entrée, vous aviez une très... Mais personne, tout le monde parle alors c'est... On commence déjà, c'est pas grave. Là, il faut que vous sachiez que déjà à l'entrée, il y avait une très grande porte qui faisait à peu près 3 mètres, avec cadenas, chaîne, cadenas bien sûr, grillage, et par-dessus le grillage, les barbelés. Et il y avait 2 vieux harkis qui se mettaient devant, qui étaient sous les ordres du directeur du camp. Une petite parenthèse, un vrai salopard, un vrai tortionnaire, qui a fait énormément de mal pour les harkis. Je donne son nom, s'il veut m'attaquer en diffamation, c'est Monsieur Boucher. J'attends qu'il le fasse, ça serait un rêve. Donc voilà. Donc ce que je dis là, c'est tout le camp était comme ça, barbelé, grillage partout. Voilà. Et il avait une autorité de malade, c'est-à-dire il se prenait pour Jules César. C'est-à-dire on avait des familles par exemple qui venaient pour voir leur famille. S'ils ne voulaient pas, ils sortaient dehors, ils faisaient ça. Les 2 harkis, ils ouvraient la porte. S'ils faisaient comme ça veut dire que tu n'ouvres pas. Et celui qui insiste, il appelait la gendarmerie parce qu'il y avait la complicité des gendarmes. Ils venaient, ils embarquaient les mecs. Il est dégagé, ils embarquaient les mecs. Après, les choses les plus horribles, c'est qu'il faut que vous sachiez aussi que dans ce camp, il y avait un moyen de pression horrible. C'est-à-dire que même nos anciens qui étaient médaillés, qui se sont battus pour la France et tout, le moyen de pression quand on voulait déporter leurs enfants, parce que moi j'appelle ça, il faut mettre les mots sur ce qu'on a subi. Les gamins qui étaient envoyés dans des centres à Moumour ou à Gelos ou à Montaut dans le 64 et moi à Chantenay dans la Nièvre, eh ben, le moyen de pression c'était d'attraper les parents, les jeter par terre, leur mettre une piqûre parce que l'infirmerie se trouvait à l'intérieur du camp et ils envoyaient nos parents dans l'asile psychiatrique à la Candélie. Voilà ce qui est arrivé à monsieur Azni, le père d'André. Et c'est comme ça ça a été dramatique parce que il a foutu des familles en l'air. Il a créé des divorces, il a vraiment fait un mal fou. Et à ce jour, il n'a jamais été puni. Il n'a jamais rendu de compte, lui et son administration.
Voilà. Lui, il a attaqué. On a fait tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Voilà, je suis allé avec André, maintenant il n'y a pas de secret. Je suis allé avec André discrètement, on est allé essayer de le chercher. La vérité, on voulait le kidnapper, le mettre dans le coffre et l'amener ici. On l'a cherché, il est là, André peut vous le dire. On est parti, on est resté 2 jours à Jansac, parce qu'on a entendu qu'il habitait à Jansac. On voulait le kidnapper pour qu'il rende des comptes. On est resté 2 jours là-bas. On a cherché partout, on l'a pas trouvé. Il a eu de la chance, on l'a pas trouvé parce qu'on le séquestrait et on le ramenait ici. On avait pris contact avec des télés pour qu'ils viennent raconter tout ce qu'il nous a fait subir. Moi, ce que je voulais dire aussi, à savoir que dans les harkis, il y avait des propres harkis, des bourreaux contre d'autres harkis. C'est-à-dire que comme dans les... Non, comme dans les camps de concentration, les capots, on avait des capots chez nous, on avait des capots. Après je continue la visite, donc imaginez un peu, hein, retiré de tout le monde avec des peupliers, j'ai oublié les peupliers pour pas qu'on nous voit, voilà, pour pas qu'on nous voit. Donc ça me fait rire, ces maisons ça me fait rire parce que on vivait dans des baraques, les toilettes dehors, les WC dehors, une douche payante 50 centimes, celui qui n'avait pas d'argent, il se douchait pas, nos parents ils nous douchaient dans la bassine, bien sûr à l'eau froide, en plein hiver, voilà, en plein hiver, voilà. Donc, c'est toi qui as dit hier, tu as soulevé, tu as dit on se douchait dans une bassine en métal. Oui, ça, oui, mais c'est pas moi. Mais moi, ça m'a fait rire parce que oui, ça, c'est vrai, moi et ma sœur, des bassines en fer là. Moi et ma petite sœur, on avait notre salle de bain, elle était jaune. C'était une bassine ovale, jaune, en plastique, et on se douchait ici. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et quand ils n'avaient pas ça, ils faisaient oui, je l'ai un peu connu. Là, on va arriver à un endroit qui était quand même pour nous qui était important, mais ils s'en servaient aussi pour. C'était une manière, pour moi, c'était un moyen de pression. Encore, on avait l'électricité dans les maisons, certes. Par contre, il y a une boîte là qui a été enlevée, je vais vous la montrer. Ils venaient et pratiquaient la coupure du courant à partir de 18h par exemple par là, on n'avait plus d'électricité. On pouvait plus, fallait sortir les bougies. Si tu voulais faire tes devoirs, c'est avec la bougie. Si t'as pas de bougie, eh ben tu restes dans le noir. T'avais pas d'électricité quoi. Tu restais dans le noir. André, je raconte en bas, en haut ils entendraient. Hein. Horrible. Je parlais de mots déportation. Oui, il y a eu des enfants qui ont été placés dans des centres à des centaines de kilomètres d'ici et tout, en l'occurrence moi, avec mes autres frères harkis. Là, il y avait une boîte ici, là. Il reste encore une petite trace, c'était ici, là. Ça, c'est le poteau. Ça, c'était le poteau où la boîte était dessus et il envoyait toujours un de son administration et il nous coupait l'électricité. Donc on se retrouvait dans le noir complet. Et celui qui n'avait pas de bougie, eh ben, il était dans le noir, il vivait dans le noir. Voilà. Ça a duré combien de temps ça a duré de 75 jusqu'à la Révolution 75. Hein. Bien sûr. Triste. Bien sûr. En 75, ils nous ont fait ça. Rachid, Et ici, venez. t'as raté le truc. Oui, je l'ai pas vu. Bah après, ici, regardez. Ici, venez. Et oh. Par exemple, cette place-là, il y avait le facteur qui venait, bien sûr, et donc le sous-directeur, M. Durnay, je donne son nom aussi, hein, M. Durnay, comme ça les gens ils retiennent ce nom-là. Je coupe ou pas? Non, coupe pas, au contraire, avec plaisir. Lui, t'as un petit détail, lui, sa femme un jour, bien sûr, sa fille elle est née, elle a fait le tour dans toutes les maisons de famille harkis. Alors, il fallait que chaque famille de harkis lui donne l'équivalent de maintenant, par exemple, 5 €, parce que sa fille, elle est née. Mais nos parents, ils n'avaient pas d'argent. Donc, quand ils ne pouvaient pas donner d'argent, eh ben, nos parents, ils faisaient toujours, tu sais, les galettes, le matelot, le sponge, tout ça et tout. Eh ben, elle prenait les galettes, elle prenait le sponge, elle prenait ce qu'elle voulait. Elle faisait la loi, elle faisait ce qu'elle voulait. Et ici, sur cette place-là,
il y avait ce qu'on appelle un de l'administration qui venait, qui gueulait tout fort, rassemblement, rassemblement. Donc nos parents, ils se mettaient tous là et ils donnaient le courrier, il appelait les personnes par leur nom, mais le courrier était distribué ouvert. C'est-à-dire qu'il était lu déjà. Il était distribué ouvert. Voilà, il était lu déjà le courrier. Voilà, il était lu déjà, qu'on soit bien d'accord. Voilà, donc on va continuer, je vais vous montrer aussi un autre endroit ouais, voilà, venez ici. Ouais. Donc là, c'était, on va dire, entre guillemets, notre bouffée d'oxygène, le terrain de foot, avec le petit terrain de basket. J'ai une anecdote, j'ai encore une anecdote. Ben oui, oui. Je vais vous la raconter. Sur ce terrain, au mois de avril-mai, on venait toutes nos mères, tous les gamins qu'on était, avec des couvertures par terre. Et on faisait un grand pique-nique. Pour un gamin, on était content. On prenait alors nous, notre gazouze à l'époque, c'était de l'eau avec du sucre. Et on secouait. Et des toutes quand il y avait toutes. Mais vous savez pourquoi? On l'a fait. Et vous savez pourquoi on faisait ce jour-là? Pourquoi on faisait ça? C'est moins risible ce qu'on faisait. Parce qu'il y avait un monsieur qui rentrait dans chaque appartement avec un gros masque et une grosse machine comme ça qui jetait de la fumée comme ça. Et moi, ce monsieur m'a toujours impressionné. Et il venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait il gazait les maisons. Il gazait les maisons pour tuer les cafards, les petits, et les cafards. comment on appelle ça, le bac. Les tiques et les Ma mère, parce que le bac, il faut savoir que ceux qui ont connu des maisons avec le bac, ils sortent la nuit. Comme des vampires, pour nous sucer le sang. Et bien ma mère, la pauvre, avec sa batte, top. Et le matin, il fallait nettoyer parce que... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une anecdote rigolote, parce que quand tu es petit, tu t'amuses, tout ça, mais derrière, cet homme avec la fumée, ils nous ont gazés. Non seulement ils nous ont mis dans un camp de concentration. Exactement. Je suis désolé, c'est un camp de concentration. On nous a gazés. Et ce n'est pas un autre mot. Je suis désolé. C'était des produits Voilà. très très forts. Quand tu vis dans un camp avec des barbelés et du grillage, où il y a une population uniquement issue de la même origine, même religion et tout, ça s'appelle de la concentration. Je suis désolé. Est-ce que ça vous rappelle pas une histoire? C'est aussi le lever du drapeau. Ouais. Non, mais j'allais en venir. Est-ce que ça vous rappelle pas une histoire? On nous a mis dans des camps de concentration. On nous a gazés. Et on a déporté certains, comme l'Arbi. Ouais, j'ai été déporté à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, à l'âge de 8 ans, on dit, il n'y a pas longtemps, le ministre de l'Éducation a dit que l'école était quelque chose de primordial, qu'un enfant se construit de 0 à 8 ans. Comment voulez-vous que nous, on puisse se construire, les enfants et sœurs là, de Harki, si à cet âge-là, on vous déporte, on vous sépare de vos parents, qui vont vous donner l'éducation, qui vont vous apprendre l'hygiène, qui vont vous apprendre plein de choses, et vous vous retrouvez à 800 km. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas d'affection, comment voulez-vous vous construire? Et tout ça, c'est à cause de tous les gouvernements successifs, c'est à cause de la France. Point à la ligne, c'est tout. Faut qu'elle reconnaisse qu'elle a fait ça. Maintenant, je vais vous montrer un endroit, c'est pareil, où on devait, ça s'appelait la levée de drapeau, voilà, tous les jours, voilà. tous les jours, on se levait, tous les jours, écoutez bien, tous les jours on se levait, les parents, les enfants et tout, et on devait venir ici, se mettre au garde à vous. Et il y avait un vieux harki, le pauvre, il s'appelle Amrine, qui n'a pas pu lui ramener sa femme. Il a vécu avec ses 3 garçons. Heureusement qu'il y avait une solidarité entre nous, parce que bon, ils savaient ni cuisiner ni rien. Et toutes les femmes harkis qui étaient autour et tout, c'est eux qui cuisinaient pour les enfants et tout, pour qu'ils puissent grandir. Et voilà, pour pas qu'ils meurent de faim, quoi. Donc, ce vieux harki, il avait un clairon. Et le monsieur Boucher, le directeur du camp, le tortionnaire des harkis, celui qui a vraiment commis des actes, normalement il devrait finir prendre la perpète, finir dans une prison.
celui-là, il donnait l'ordre à M. Amrine de sonner le clairon pour la levée de drapeau. Et on avait intérêt à se mettre tous au garde à vous, parce que sinon, après, il y avait de la répression. Il y avait de la répression. Et tout ce que je raconte est la vérité. Si la moindre autorité veut me contredire, je l'attends pour la voir en face de moi, en face à face, quelle qu'elle soit, que ce soit un préfet, un sous-préfet, un ministre, un colonel, un gendarme, n'importe lequel, je suis prêt à l'affronter qui vienne dire que tout ce que je raconte sont des mensonges. Ce n'est que des vérités. Même Macron. Même Macron, s'il a envie, je lui parle tête à tête. Et je lui mets pour Je te montre l'endroit, le lever drapeau, je vais me mettre devant. C'est ici. Et regardez, il y a même la trace encore. La trace, elle est là. La trace, vous la voyez? Vous la voyez, elle est là. Et le poteau qui tenait le drapeau, il est là. Le poteau qui tenait le drapeau, il est là. Pour la France, et la France, tout le monde était là. Les enfants de Harki, avec les veuves, avec les vieux Harki, leurs médailles et tout. Ils se levaient le matin et ils se mettaient au garde à vous ici. Interdiction de le détruire. Et ils avaient intérêt de se mettre au garde à vous ici. Ils avaient intérêt de se mettre au garde à vous. Voilà. Sinon après, il y avait des sanctions. Ils étaient sanctionnés, il y avait des sanctions. Voilà. C'est une honte ce que la France elle a fait là, sur ce site-là. Ensuite, on nous a empêché, on voulait garder quelques bâtiments qui auraient servi par la suite pour soit un musée, soit voilà, raconter l'histoire, raconter un petit peu la vie des Harkis, comment ils ont vécu ici. On s'est vite dépêché de détruire tout ça et tout. On n'a pas voulu nous laisser garder ne serait-ce qu'un seul bâtiment pour montrer vraiment. Voilà. Alors, attendez, juste une petite chose. Le frère, attends, après. André. Alors, simplement, comme le monsieur, il a été... Attends, mais... Il est en train de parler, là. Mais on va te filmer, viens là. Voilà. Donc, une des personnes qui a vécu, parce que nous simplement, on vient là, tu vois, j'ai même... Voilà, ça me fait tellement mal que je... Il faut pas... Non, c'est pas ça, c'est parce que... Vous avez souffert ici quand même, c'est triste. Ce que vous avez subi, nous, on l'a pas subi. Donc on joue quelque part. Mais arrêtons de nous couper la parole. Nous, ce qu'on va amener, c'est des informations là-haut. Pour dire à nos frères qui vivent très bien, qui ont des super voitures, des super situations, que nos frères, ils ont vécu ici. La levée du drapeau, je l'ai connu, moi, ça me reste la loi. Alors, on se coupe la parole depuis tout à l'heure. On est des hommes. T'as quelque chose à dire. Il est en train de filmer, mets-toi là, dis comment ça s'est passé pour toi. Voilà. D'accord. On me posait des questions et j'essaye de répondre. Allez-y, monsieur. Il n'y a pas de souci. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Je suis Mohamed Gide, donc je suis quelqu'un qui a vécu ici. Je suis venu donc très tôt. J'ai eu des parents ici qui sont décédés. Voilà, j'ai vécu à l'école primaire ici, avec les fins d'études. Je suis parti, j'ai refait ma vie, voilà. Donc, ce camp de Bias, effectivement, nous avons vécu une certaine atrocité, c'est vrai. Quand on dit concentration, oui, il existe cette concentration qui a été donc élaborée par l'administration de ceux qui nous ont dirigés, dont 2 bâtiments existent encore au fond là-bas qui faisaient donc le cinéma et les jeunes, etc., qui a été repris, qui existe encore, qui n'a pas été démoli, le stade existe toujours. Au fin fond là-bas, vous avez donc le début à côté de la stèle des rapatriés des Harkis. Il y avait les bureaux donc des dirigeants avec l'infirmerie. Au côté, si j'oublie quelque chose, qu'on me reprenne. De l'autre côté, il y avait donc Monsieur Jouad Abdelkader et la famille et les uns et les autres qui dirigeaient donc, qui était vaguemestre. Son épouse prenait donc les gens par numéro pour prendre la douche, car les bâtiments n'avaient pas de sanitaire, etc. Une douche payante, 50 centimes, et si tu n'avais pas d'argent pour te doucher, tu ne pouvais pas te doucher. Ta mère, elle te douchait dans la bassine avec le tuyau d'arrosage à l'eau froide, même en plein hiver.
le bâtiment des Faut rentrer des dans les sanitaires. détails, s'il te plaît, pour qu'on sache vraiment ce qu'on a vécu là. Parce que moi, je dis la vérité, depuis que je suis rentré dans ce site, et André, mon ami, le sait, moi, quand je rentre dans ce site-là, écoute bien ce que je vais te dire. Malgré tous les efforts que j'ai fait pour essayer de m'en sortir dans la vie, et tout ce que tu veux, et tout ça, et tout, là, il y a plein de choses qui sont en train de ressortir, il y a plein de choses qui sont en train de me faire mal, et tu peux pas savoir ce qu'il y a en train dans mon cerveau. Moi là, il y a un célibataire là, qui on a mis une piqûre là, et il est chevalier de la Légion d'honneur, on lui a fait une piqûre, on l'a envoyé à l'asile psychiatrique, parce qu'il a bu une bière. Il a bu une bière. Là, ici, là, ici. Il a bu une bière, là, ici, là. Parce qu'il a bu une bière. Le bâtiment que tu vois là-bas, on l'appelait ça, tu sais quoi? Le bâtiment des célibataires. Tu sais pourquoi célibataires? Ils n'ont pas pu ramener leurs femmes et leurs enfants. Certains ont été égorgés sur les quais. Avant de pouvoir monter dans le bateau, donc on les appelait les célibataires. Et pour noyer leur chagrin, pour pouvoir surmonter cette douleur-là, eh ben ils se saoulaient, ils buvaient, ils se saoulaient. Alors, il y a trop de choses qui sont passées dans ce corps à cause de cette France-là, qui a ignoré ses anciens, qui a ignoré ses soldats, qui a ignoré ses femmes, ses veuves et les enfants de tout cela. Larbi, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, comment tu as pu remonter toute cette haine, ce chagrin? Comment tu fais? Comment tu as fait cette souffrance? Je n'ai même pas le mot. La croyance. Pourquoi tu as envie aujourd'hui? Comment? Grâce à comment tu as fait? Je sais pas. Mais tu as un mot. Dis, c'est quoi? On est obligé de suivre. Je dois beaucoup à ma mère, ça c'est sûr. Après, Toi, ta vie, ta vie. Et moi j'ai vécu avec ça dans un coin de ma tête et je me suis dit t'as pas de solution, soit tu avances, soit tu crèves. Il veut avancer pour ses parents pour bien, quand même, justement c'est sortir tout ça au clair. Vas-y, André. Il n'y a pas d'autre. Vas-y, André. Attendez, André, vas-y, rentre, je vais faire une photo. En plus, Moi d'accord. enfin voilà quoi. Donc, Attendez 2 secondes, je vais faire une photo. Ouais, voilà, c'est important d'immortaliser le moment. Là, je pense que vous avez compris pourquoi on se bat toujours. Pourquoi quand on dit, pourquoi quand vous entendez par exemple dans les autres départements où nos frères harkis, nos sœurs harkis, tout ça et tout, elles entendent des fois Bias, c'est pas pour rien que le nom de Bias il revient assez souvent. C'est beaucoup par rapport à ça. Voilà. À la rock ou des trucs comme ça pour travailler dans il y a une sélection. Et Mon ici, père, il avait 12 balles dans l'abdomen. Mon papa, 12 balles dans Attendez, l'abdomen. écoutez. 5 opérations graves, 3 mois dans le coma pour mourir après de ses blessures. Voilà. Avec tout ce qu'on a pu après subir, ce qu'il disait aussi Larbi. exactement ceux qui étaient malades, les personnes âgées, Farid, ils étaient ici et les hommes valides qui pouvaient travailler, on les a menés, je pense, dans le sud, dans les trucs de forestage. Farid, Oui. Farid, juste. Ouais, pardon. Je voudrais juste dire un mot par rapport à tous les témoignages que je viens d'entendre. Alors, j'aimerais que ce reportage-là, qu'on en fasse quelque chose qui pourrait justement, voilà. Mais tout ce que j'entends là, j'aimerais dire simplement envoyer un message, tu vois, au gouvernement, à Macron et tout, parce que ce n'est pas qu'à Macron, c'est aussi à Sarkozy, Hollande, ils sont vivants. Et les anciens combattants Giscard d'Estaing, voilà, de dire simplement, quand vous entendez ces choses-là, est-ce que vous pouvez être fier de dire que la France, elle est unie, que le premier article de la Constitution qui est « tout le monde naît égaux », est-ce que vous pouvez vous permettre de ça et de dire que la France est les droits de l'homme? Liberté, égalité, Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre en avant la liberté alors que vous parlez de la Shoah, que vous nous remettez en jeu tous les 6 mois, Tous les jours. tous les ans, hein, en allant bouffer au crif, etc. Et tout. Pourquoi vous ne parlez pas de ce génocide? D'accord? Faites votre mea culpa. Quand vous entendez ces témoignages-là, moi ça me glace. Parce que j'ai vécu une partie de ça, mais je n'ai pas vécu ça. Tu vois, parce que mon père a su s'en sortir. Mais quand tu vois que la jeune fille, que je regardais autrement hier, par exemple, je dis c'est quelqu'un d'intégré, etc. Tout. Quand j'entends que son père a subi ça, je me dis mais attends, comment qu'elle a pu, et la question qui a été posée par la sœur tout à l'heure, comment elle a pu
comment elle a pu, comment il a pu, voilà, il aurait pu se tuer. Il aurait pu voilà, comment ils ont pu. Et aujourd'hui, on nous propose de 10 000 ou là. Mais on ne veut pas de votre argent. Ce qu'on veut, c'est reconnaître ce que vous avez fait. Et ça, c'est important. Voilà. Je voulais merci, c'est très très important. Je voulais rajouter un autre détail qui a son importance. Même mes frères Harki qui sont là, ils sont au courant. Il y avait une veuve de Harki. Qui, elle, c'est pareil, il a voulu pratiquer la même chose, il a voulu lui prendre, Madame Benhamed, il a voulu lui prendre ses enfants, Tej et Ahmed, pour les mettre dans des centres éloignés, déportation pour moi, s'il n'y a pas d'autre mot, qu'on soit bien d'accord, eh ben, elle a dit, il est hors de question que vous touchiez à mes enfants, donc je parle d'une maman qui voulait juste garder ses enfants près d'elle, éduquer, elle, ses enfants, eh ben, elle a été obligée, quand elle a vu qu'ils insistaient, qu'ils sont venus avec les gendarmes, elle a pris ce qu'on appelle comme un plat en fer, là, et elle a mis de l'alcool à brûler dedans, et quand le gendarme il a voulu rentrer de force, elle a jeté et elle a immolé le gendarme. Seulement, là, comme je vous disais tout à l'heure, le moyen de pression, c'était l'asile psychiatrique. Voilà, c'était ça, ou alors on vous renvoie en Algérie au FLN, pour que le FLN vous égorge, voilà. Donc cette femme-là, la pauvre, elle a fini à la Kandili, et je vous jure, elle était belle, elle était jolie, elle était gentille, elle était magnifique. Quand elle est sortie de là, elle est revenue, on aurait dit un zombie. Elle marchait, elle faisait comme ça. Voilà le remerciement de la France vis-à-vis de ceux qui ont combattu pour elle. Voilà, c'est tout. Oui, c'est dur d'applaudir, mais ce sont un témoignage de choses qu'on a bien. On a subi la même chose à Saint-Maurice. On a subi. C'était un asile psychiatrique à ciel ouvert. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Moussaoui, Mohamed. Voilà. Partout, c'était pareil comme à Bias, pareil. Il y avait les bars. Je te le dis, il a vu comme moi à Saint-Maurice. Ça a été pareil. Je pouvais apporter comme information aussi de mon vivant, de l'époque où encore ces barbelés, le portail se fermait donc de très bonne heure. On ne pouvait ni rentrer ni sortir. Parlons de la jeunesse qui vivait à l'intérieur. Savez-vous qu'il y avait beaucoup de jeunes? Et l'administration qui nous a gouvernés donc dans le camp a trouvé pas plus ni moins que de sélectionner des garçons pour les envoyer en camp de redressement. Eh oui, pour essayer de leur apprendre la vie, le respect, l'éducation, quoi. L'éducation, éventuellement un métier, à nous envoyer dans les Pyrénées. 3 centres existaient. Montaut de Bétaran, l'Estelle de Bétaran, Moumour. Dans ces endroits, plusieurs dizaines et des dizaines de garçons ont été expédiés là-bas pour leur apprendre la correction. Est-ce qu'on avait besoin d'apprendre la correction dans ce camp? Non, on nous a utilisés pour nous envoyer dans d'autres petits camps pour essayer de nous apprendre la vie. Personnellement, de mon vivant, je suis allé à Montaut. Et voyons donc la concentration psychologique négative que je pouvais recevoir, j'ai dû fuir. J'avais d'autres collègues qui sont partis à droite et à gauche, mais j'ai fui. J'ai suivi l'enseignement par mes propres moyens, Bordeaux, etc., où j'ai fait ma vie. J'ai passé mes brevets avec succès, etc., etc. Mais la vie était très dure pour les garçons de pouvoir rester ici. On nous a chassés. Voilà. Il y avait une petite épicerie, dont moi-même je servais bénévolement, où on servait les petits vieux parce qu'on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de cheval, on ne pouvait pas sortir, on nous portait le courrier ici, on mangeait ici, le petit vieux il venait, je veux juste un pain, et il repartait chez lui. Voilà, de mon vivant, de ce que j'ai vécu. J'ai vécu les camps de Rivesaltes, c'est encore différent, c'était l'accueil. Cet accueil que nous faisons aujourd'hui pour ces émigrés que vous voyez dans ces toiles gigantesques militaires, chacun se plaise à passer la nuit. On faisait du camping, mais ici nous avons vécu dans des baraquements, sans sanitaire. Je disais tout à l'heure, il fallait prendre donc un ticket pour aller prendre une douche, n'est-ce pas, pour une maman, emmener ses enfants, etc. C'était pas évident. Beaucoup pleuraient, souffraient. Il y avait un docteur
Oui, c'est vrai, il y avait un docteur, mais il fallait voir ce que l'on pouvait recevoir comme soin gratifiant par un directeur avec qui nous étions indifférents et menait sa barque comme il voulait. Je vous remercie de votre attention. Il y avait les quittances de maman. Voilà, ils habitaient dans des maisons en carton, on n'avait pas de chauffage, on n'avait presque pas de douche, il n'y avait pas d'eau chaude comme vous dites, et en plus ils payaient un loyer. C'est supérieur les il faut rajouter une bonne chose, à la différence des camps qu'on voit actuellement, par exemple, quand ça, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe, etc. Et tout. Non mais c'est pas la même chose. Ici, ils étaient des gens qui ont combattu. Et quand tu vois la différence de personnes quand soi-disant, même si par exemple on les a repliés, on les a mis dans des camps en attendant de trouver des solutions, c'est un fait. Mais là, on les a parqués pour les faire souffrir, leur dire, voilà, parce que vous avez choisi la France, voilà ce qu'on va vous faire de vous. Et cette souffrance qu'ils ont subie, attends, il n'y a pas assez de mots pour pouvoir dire que la France que vous avez fait, il n'y a pas assez de mots. Et donc l'indemnisation, c'est pas... C'est-à-dire, je réclame pas l'argent, je m'en fous. Je m'en fous, parce que quand on meurt, on n'apporte rien. Mais moi, je voudrais qu'aujourd'hui, qu'elle fasse son mea culpa. C'est surtout que ça n'a pas de prix. On pensait que la France allait gagner la guerre et qu'on allait tous rester là-bas. Voilà. Comme on a perdu, ils ne savaient pas quoi faire de nous. Voilà. Donc, on nous a désarmés. La France ne voulait pas de nous. C'était les Américains qui ont dit, si vous ne voulez pas d'eux, nous, on vous récupère. La France, ils avaient honte, ils ont dit non, on va les récupérer, la honte pour nous. Voilà, donc on nous a parqués, et pour nous le faire payer, voilà. Après, il faut savoir aussi que les harkis, c'était une monnaie d'échange. De mèche avec, voilà, pour qu'ils puissent encore travailler encore là-bas. Parce qu'ils ont des contrats souterrains. Voilà, il faut le savoir aussi. Le gaz, le pétrole. Exactement, voilà. Les essais nucléaires. Et depuis 62, ça continue. Voilà. Et c'est pour ça que l'affaire harki ne sera jamais réglée, à cause de ça. Il faut qu'on soit fiers de nous et se battre ici. Et se battre. Voilà. Et continuer. Jusqu'au bout pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos parents avant tout. Et rester unis. C'est très important. Parce que l'union fait la force. Voilà. Et aujourd'hui, on a montré un très 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 bel exemple. Et je remercie tout le monde pour ça. Voilà, on ne regrette pas d'avoir fait ce déplacement de Normandie, nous. Mais merci d'être venu chez nous. Ton nom et ton prénom? Fitou Sadiki. Il fallait que ça sorte aussi. Il faut rester debout. Oui, mais des larmes, c'est pas... Ouais, mais moi, j'ai pas envie de vous faire pleurer, moi. Bah si. C'était pas le but. C'était pas le but, mais il fallait que ça sorte. Bah oui, mais ouais. Parce qu'en directement, on était là avec vous. C'est naturel. C'est que des vérités, hein, attention. Je les défie de dire le contraire. J'ai eu cette chance de... J'ai jamais vécu dans un camp, mais... Ben, nous, on l'a vécu devant. J'attendais ce jour, j'étais tellement curieuse de savoir et tout. Mais... Non, ils nous ont traités comme du bétail. Même le bétail est mieux traité. Le bétail est respecté. Tu donnes un coup de pied aujourd'hui à un chien, tu as la SPA qui porte plainte. Nous, on nous a traités comme du bétail. 200 francs par famille, par mois. 200 francs. Ben, chez Khadou, tout ça. Au Goulilou, c'est lui qui faisait le camp, le Gobebeskel. Il lui donne pas. Et lui, le mois d'après, il touchait rien parce qu'il a fait le camp. Puis il y a des responsables qui l'ont récupéré. Le chef oui, oui, je voulais dire, attends, s'il te plaît, attends, je voulais souligner un truc que j'ai oublié qui était quand même très très important. C'est que les allocations familiales de nos parents, qui étaient des prestations quand même que touche n'importe quel Français en France, étaient détournées. Ils étaient détournés, et je donne les noms. C'est-à-dire quand je donne les noms, c'est que j'ai pas peur. Si j'ai pas peur, c'est que c'est la vérité. Ils étaient détournés par M. Boucher, par M. Durnay, par Mme Bourgois, par Mme Dimec, par M. Djouad. Voilà, il faut bien comprendre ça, il faut bien comprendre les choses. Nos mères, elles étaient analphabètes, elles savaient même pas lire. Ma mère, moi, elle me disait, ah regarde, le français, il est gentil, il m'a donné de l'argent. Je disais, Imma, c'est tes allocations familiales, il t'a rien donné du tout. Elle me dit, tais-toi, tu dis n'importe quoi. C'était nos allocations familiales, ils étaient détournés et au profit, ils se sont achetés des châteaux. Tous ces gens que je cite, ils se sont achetés des châteaux sur le dos de nos parents. Les autorités au-dessus, elles étaient au courant de tout ça? Mais bien sûr, c'était caché. On est qui étaient ces personnes? T'as nommé des noms. Et moi j'ai consulté.
que tous les fils de harkis et les filles de harkis peuvent consulter le dossier depuis un an environ à l'ONAC. Donc moi j'ai consulté le dossier de mon père. À savoir que pendant ces années-là, il touchait 450 francs par mois. Et 225 francs par mois étaient détournés pour le camp, pour faire vivre le camp. Donc ce camp-là, pendant mon père est resté de 62 à 73, pendant toutes ces années, on a payé 225 francs de loyer, d'entretien et de loyer. Ouais. Donc ce camp nous appartient. Un autre détail qui a son importance, et on l'a découvert grâce à M. Sassi Mohan, c'est qu'on était à l'intérieur du camp. Vous vous rendez compte, imaginez un petit peu comment ce pays, tous ces gouvernements-là de Giscard, jusqu'à maintenant, ils ont pu nous faire ça. C'est qu'on nous met dans un camp de concentration, barbelé, grillage, opprimé, pas droit à la parole. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression et tout le tralala, qu'on soit bien d'accord. Bon, et en plus de ça, on payait un loyer. On vivait alors qu'il y avait des loyers à l'extérieur, ne serait-ce qu'à Bias Village, à 1 kilomètre où nos parents auraient pu aller habiter, qui était moins cher que le loyer que nous prenait le gouvernement ici. Voilà, ça je tiens à le souligner. Vous vous rendez compte un peu? Il faut le souligner ça. Tout ça parce que nos parents, ils étaient analphabètes. Mais seulement analphabètes, seulement ils ont pris le fusil. Ils se sont battus pour la patrie, ils ont versé leur sang pour la nation. Et la nation n'a pas été reconnaissante. C'est pas les harkis qui ont trahi la France, c'est la France qui a trahi les harkis. Tout à fait. On les amenait dans des camions. Moi je me rappelle, quand on venait les chercher à Saint-Maurice-sur-l'Ardèche, je me rappelle qu'on venait nous chercher, pas nous, hein, le salaire les n'était grands, pas versé voilà. aux familles. On disait aux gens, voilà, on nous prenait des gamins de 14-15 ans d'aller travailler soit au forestier, ou les travailler par exemple dans les trucs de raisin, vendange, etc. et tout. Et puis, attends, même des gamins de 8-10 ans, et les parents qui avaient le droit au salaire, parce que les enfants n'avaient pas le droit au salaire, et quand par exemple ils étaient malades, ou ils jeûnaient, ou des choses comme ça, on leur disait qu'on ne vous donnait pas tout le salaire, on leur donnait la moitié du salaire. Oui, c'est vrai. Voilà. On disait, non, vous avez jeûné dans le mois, donc votre production n'a pas été la production attendue, donc vous n'avez pas le droit de 200 francs de salaire, mais on va vous donner 100 francs. Et ça, c'est incroyable. Vas-y, oui, mais Sassi, c'est bon. Vas-y, Sassi. Tu te présentes, Sassi. Elle me demandait si on payait des taxes et tout. Je lui ai dit, ouais, quand on payait la taxe foncière, c'est 1 200 € et la taxe d'habitation, c'était 900 €. Bon, là, ils vont la supprimer. Pour habiter ici. Ouais, pour habiter ici, sur le lieu de notre misère. J'habite sur le lieu de notre misère. Oui. Sur le site traumatisant. C'est la folie. Fou, hein. On va habiter dans le château, ça. Non, mais il a que la moitié, hein. Que la moitié, là. Il a quel morceau? Il paye 1200 d'habitation et il paye 1200 de taxes foncières et 900 € de taxes d'habitation. Mais il paye 1200.